Je suis en train de lire tous les romans de science-fiction de la fameuse, de la collection Le Masque Science-Fiction. Donc, il y en a 116 dans la série. Il y a aussi 20 romans de fantasy dans une autre collection parallèle, mais bon. Je les lis tous dans l'ordre. Puis, je suis rendu au troisième. Le troisième, c'est Les Mutants de Henry Kuttner. Puis, ça m'a pris un bout de temps à le finir. Puis, ça m'a pris un bout de temps faire la vidéo aussi, parce que j'ai pris environ une semaine ou deux pour réfléchir au bouquin avant de faire la vidéo. Puis, parce que je trouve ça extrêmement troublant. Et la prémisse de ma chaîne, pourquoi c'est bon, est basée sur deux grands principes. Pour moi, là, de mon côté, de mon point de vue. Le premier, c'est mettre l'accent sur le positif. Okay? Partir d'un point de vue d'amour et d'enthousiasme. Le deuxième, c'est d'être honnête intellectuellement et de bonne foi. Ça, c'est ce que moi, j'essaie de faire avec cette chaîne-ci. Puis dans le cas de Les Mutants de Henry Kuttner, c'est très difficile de faire les deux en même temps. Parce que certainement, je vais faire tout mon possible pour être de bonne foi. Et intellectuellement honnête, autant que je suis capable de le faire. Mais positif, c'est difficile ici. Néanmoins, je vais quand même commencer, comme d'habitude, en vous disant pourquoi c'est bon, c'est quoi les qualités que j'ai trouvées. Je vais ensuite présenter rapidement qu'est-ce que c'est, qui est Henry Kuttner, son rôle, si on veut, dans la science-fiction anglo-américaine, puis essentiellement la science-fiction moderne, là, du 20e siècle. Puis après ça, je vais expliquer pourquoi je trouve que ce bouquin est là. Puis à date, tous les bouquins que j'ai lus, les 3 bouquins donc, que j'ai lus dans la série Le Masque, pourquoi je les trouve aussi, pour employer un mot à la mode, problématiques. Puis, voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte, on est aux États-Unis et il y a eu une guerre nucléaire et voici les effets que ça a eu sur le monde et la société. Plus personne ne vit dans des grandes villes. Alors, les gens vivent soit dans des petites villes, soit ils sont nomades, ils vivent dans le bois, en bande de pseudo-dégénérés, hillbilly, bon. Puis, au niveau social, un effet que ça a eu, c'est que maintenant, le meurtre est légal. Tout le monde se promène avec un couteau, puis quand quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas ton affaire, tu lui lances un duel, puis tu as le droit de le tuer. Puis tu as le droit, puis c'est considéré comme lâche de ne pas le faire. C'est essentiellement mal de ne pas le faire à toute fin pratique. Peut-être que ça, c'est exagéré. C'est certainement considéré comme lâche de ne pas le faire. Donc, fait que les gens passent leur temps à se poignarder. Mais c'est pas présenté comme quelque chose de négatif. C'est juste tout à fait normal. Bon, c'est ça. C'est juste, ouais, OK, quand on n'est pas content, on tue du monde. Bon, OK. Puis, en termes de changements sociaux, il n'y en a pas d'autres, hein, c'est ça. Il y a eu une guerre nucléaire. Les gens vivent dans des plus petites villes, mais ça n'a aucune incidence. Ça ne change rien à rien. C'est juste mentionné comme ça. Il le mentionne à plusieurs reprises, mais ça n'a aucun effet sur l'histoire en tant que telle. Puis les gens se poignardent mutuellement de manière normale. C'est monnaie courante. Ça intervient plus dans les histoires parce qu'en fait,
toutes les histoires vont tourner autour de ça. Puis l'autre gros changement qui est arrivé, c'est que les bombes, quand elles ont explosé, elles ont créé des mutations. Puis la principale mutation, encore une fois la seule vraiment qui est importante, c'est que ça a créé une race de télépathes qui ne sont pas des êtres humains. Et c'est bien dit que c'est une race à part. Ils ont l'air complètement humains, mais parce qu'ils sont télépathes, ils sont considérés comme une autre race. Puis ils n'ont aucun cheveu, aucun poil, ils n'ont pas de sourcils, rien. Là. Donc, les êtres humains, parce que, évidemment, les êtres humains ont toujours peur de la différence. Alors, les êtres humains traitent avec beaucoup là, de condescendance et de haine, etc., ces braves mutants. Mais les mutants choisissent de bonne guerre de s'assimiler à la société et d'accepter des postes secondaires là, que les humains trouvent acceptables, etc., et de jamais utiliser leur pouvoir avec des êtres humains. Bon. Ils communiquent entre eux de manière télépathique, mais c'est ça, ils ne vont jamais utiliser leur pouvoir télépathique contre un être humain sans lui dire à l'avance, essentiellement. Bon, puis tout ça, c'est de la prémisse, là, ce que j'explique là. Mais quand on aura fini les prémices, il ne restera pas grand-chose, en vérité, comme vous allez voir. Ben, c'est ça, il y a les mutants, mais la première histoire commence, puis notre gentil télépathe est en train de nous expliquer un peu ce que je viens de vous conter. Mais ces enfants sont quand même mystérieusement agressifs et dangereux. Ils ont l'air d'être hargneux et agressifs pour aucune raison. Puis ils deviennent colériques, violents, plus ou moins, c'est ça. Puis finalement, à la fin, notre narrateur se rend compte qu'il y a un méchant télépathe qui est en train d'utiliser une émission pour enfants comme propagande essentiellement, pour convaincre les enfants de grandir dans la haine et de tuer les humains, présumément. Puis, pour ceux qui pensent que ça serait trop subtil, le narrateur nous explique, oui, c'est exactement ce que Adolf Hitler a fait. Puis, il élabore plus ou moins longuement sur Adolf Hitler, puis il nous explique qu'Adolf Hitler a juste, par pure méchanceté, bon, c'est vrai qu'il était méchant, là, ok, je ne suis pas en train de dire le contraire, là, ok, mais c'est vraiment la version enfant de 4 ans, là, du nazisme qui est présenté là-dedans. T'sais, où est-ce que les nazis sont devenus méchants uniquement par haine de la différence, puis se sont mis à tuer des gens parce qu'ils souffraient du mal de détester la différence et la haine. Et c'est ça. Ils sont méchants parce qu'ils sont méchants. Okay? Puis un coup, ici, ça nous a été expliqué, un coup qu'ils ont convaincu les enfants, s'ils réussissaient, Adolf Hitler, à convaincre les enfants, bien, présumément, ils seraient méchants à tout jamais. Okay? Parce qu'il n'y a pas de subtilité dans le bouquin. C'est soit toujours l'un, soit toujours l'autre. Puis c'est ça, j'anticipe un peu sur mon propos. Mais c'est ça, dans la première histoire, le narrateur trouve ce fameux Hitler télépathe et le tue. Et le bien triomphe. Bon. Dans la deuxième histoire, c'est un des télépathes découvre vers le début qu'il y a un autre paranoïaque, okay, parce que les méchants, à partir de ce moment-là, sont appelés les paranoïaques. Puis on nous explique que c'est parce qu'il y a un problème dans leur mutation, un problème génétique. Hein? Donc, ils ont un problème génétique qui fait qu'ils ont une haine irrationnelle de tout le monde, sauf eux. Et pour cette raison-là, la seule solution, c'est de les assassiner. Ça, c'est les gentils là, qui disent ça. Okay? Puis l'auteur dit ça. Okay? Les méchants sont génétiquement méchants. Okay? Puis ils sont paranoïaques, parce qu'ils pensent que tout le monde veut les tuer. Puis notre héros,
tous nos héros de chacune des 5 histoires, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tous les paranoïaques qui ont peur de se faire tuer. Okay? Puis, assez rapidement, on en vient au stade où est-ce que les héros, ben, clairement, ils ont essentiellement 2 plans, plus ou moins. Puis le premier plan, c'est trouver et assassiner un par un tous les paranoïaques, juste les tuer, ou carrément les génocider. Ça, c'est l'autre option. Alors, soit il les tue individuellement, c'est un à un, ou il les tue toutes d'un coup. Puis, toutes les histoires se déroulent de la même manière, en gros. C'est un télépathe découvre qu'il y a un paranoïaque, puis il le tue. Les histoires durent environ 40 pages chacune. Puis je me demande avec quoi il remplit ces 40 pages. Je l'ai lu, mais je me demande avec quoi il remplit ces 40 pages parce qu'essentiellement, il n'y a rien d'autre dans ces histoires que ça. Un petit peu de nuance, là, j'en parlerai tantôt, mais la nuance, c'est qu'à un moment donné, les gentils télépathes, là, les héros qui incarnent la diversité et la vertu et le bien, toutes ces choses, ben, ils décident de faire croire aux humains, les nomades, là, que, essentiellement, ils inventent une sorte de super-héros télépathe, OK? Dont la fonction, ça nous est expliqué à peu près explicitement, est de semer la terreur chez les nomades par sa superpuissance et ainsi de convaincre les nomades d'être sous les ordres des gentils télépathes. Puis ça, c'est le bout d'intrigue essentiellement qui est différent de juste trouver un télépathe et tuer un télépathe. Bon. Fait qu'encore une fois, les humains ont peur des télépathes parce qu'ils ont peur que les télépathes vont prendre le contrôle. Et les gentils télépathes, leur plan, c'est soit tuer tous les méchants. Leur plan, c'est prendre le contrôle des humains. Puis, c'est ça. Les humains ont peur de se faire dominer par les gentils. Les gentils, qui sont victimes d'intolérance, leur plan, c'est de dominer les humains. Puis, ils essayent à un moment donné de former une sorte de race hybride avec les êtres humains. Vers la fin, là, c'est dans les 2 dernières histoires, grosso modo. Et fait qu'ils se marient avec des femmes, avec des non-télépathes, essentiellement, dans l'espoir que leurs enfants vont développer des pouvoirs télépathiques. Mais toute l'idée, c'est que si ça ne marche pas, ils vont juste exterminer les humains. Y compris leurs femmes et leurs enfants. Puis toute la dernière nouvelle, essentiellement, c'est c'est en bonne partie là, le déchirement intérieur du héros qui se dit, ben, clairement, dit le gentil, il est évident que, oui, si on n'arrive pas, parce qu'ils sont en train d'essayer de créer une machine pour rendre les humains télépathiques. C'est ça l'affaire. Ils sont en train d'essayer de créer... Ils veulent rendre les êtres humains artificiellement télépathes. Okay. Donc, mais si ça ne marche pas, ben leur plan, puis ils ont développé une arme bactériologique. Ça, c'est les gentils, là. Les gentils font ça. Okay. Leur plan, c'est génocider les êtres humains et génocider, évidemment, les paranoïaques, qui sont génétiquement méchants. Puis c'est ça, génétiquement, ils vont génocider les humains, y compris leurs femmes et leurs enfants. Au nom du bien. Bon. Fait que j'avais dit que j'allais commencer par pourquoi c'est bon. Puis là, je vous ai compté tout ça, puis ça, c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé ça horrible. Ce que je viens de dire, grosso modo. Parce que, bon,
Mais, l'histoire, c'est ce que je viens de dire. Okay? Il n'y en a pas vraiment d'histoire. L'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est un conflit génocidaire et meurtrier entre des humains, des télépathes, puis d'autres télépathes, puis la seule avenue qui existe pour résoudre les conflits, grosso modo, c'est le meurtre et le génocide. Bon. C'est les bras m'en tombent, honnêtement. Comment est-ce que t'en parles quand c'est ça, ton histoire? T'sais. Mais OK, pourquoi c'est bon? Bon, ben, il y a 3 affaires que j'ai notées. Premièrement, quand il y a des discours télépathiques, la manière qu'Henri Kuttner met ça en place, c'est intéressant comment est-ce qu'il fait ça. OK? La manière qu'il décrit un échange de pensées puis de sensations. Parce que déjà, c'est très proche de comment nos pensées souvent fonctionnent, qui sont des fois des phrases, mais des fois des bouts de phrases, puis des fois juste des impressions ou des concepts. Fait qu'il met en place... Il y a des dialogues, essentiellement, qui fait ça avec sa mise en page, entre autres, puis tout ça, bon, mais qui présente, qui relate ça, essentiellement. Il réussit à décrire un échange de télépathes comme étant une conversation où on reconnaît des vraies pensées. Ça ressemble à des vraies pensées, comme ce que je viens de décrire. Puis ça, c'est intelligent et habile. La deuxième affaire, c'est que l'idée de guerre clandestine, c'est intéressant. Ça me fait penser aux Invisibles, là, la série de romans la série de comics de Grant Morrison, qui m'ont beaucoup marqué. Quelque chose une lecture que j'ai beaucoup aimée. Ben, il y a tout le principe des Invisibles, c'est la prémisse, en tout cas, c'est qu'il y a une guerre invisible, essentiellement. Bon, entre 2 gangs, là, entre des révolutionnaires métaphysiques et des méchants métaphysiques. Okay. Bon. Fait qu'ici, tu as une guerre invisible, mais bon, Grant Morrison, il fait 56 millions d'affaires avec ça, c'est hyper subtil. Finalement, les Invisibles, c'est une déconstruction, en fait, de l'idée même d'opposition. Donc, ça commence comme étant une guerre irréconciliable entre le mal absolu puis le bien, mais en fait, toute l'idée, c'est de dire le problème, c'est cette opposition-là, en quelque part. C'est de voir le monde en termes de cette opposition-là. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Bon, c'est très, très bon, là, c'est Invisible. Puis en plus, après The Invisibles, il a écrit The Filth, qui est parce qu'il trouvait que les héros dans The Invisibles étaient trop bons, étaient trop charismatiques, étaient trop sympathiques. C'est vrai qu'il a dit, on va faire exactement la même chose, mais là, on va vraiment montrer le côté négatif de nos héros. Puis The Filth, c'est malade mental comme c'est bon. Okay? C'est hallucinant. C'est glauque, là, mais c'est bon en crise. Okay? Fait que The Invisibles, puis The Filth, c'est génial. Puis, en termes de... C'est ça, en termes de... Si vous voulez quelque chose qui est intéressant sur le thème de la guerre invisible, il disait ça. Mais là, ici, bon, l'idée est là, puis c'est cool parce que le thème est fort. Il y a beaucoup, tu sais, peut-être, je sais pas, psychiquement, peut-être c'est une métaphore de quelque chose. En tout cas, moi, je trouve ça cool. J'ai trouvé ça cool. Mais il fait pas grand-chose avec. Comme je disais, un coup qu'il a dit qu'il y a une guerre invisible, l'histoire, c'est, il y a le méchant, on tue le méchant. Il n'y a rien, là. Il ne se passe rien à part ça. Essentiellement, en tout cas, rien qui m'a... C'est ça. Puis, bon, mais la troisième affaire que j'ai noté, une troisième affaire qui est... ouais, il y a une affaire de bombe à un moment donné, une pause de suspense. Là. Fait que, OK, au début d'un chapitre, il y a une bombe. Puis, le héros doit choisir entre désamorcer la bombe ou sauver le gars. En tout cas, là, il y a une affaire de même, là. Il y a une passe avec une bombe qui n'est pas pire dans une des histoires. Okay, ça dure une partie de la nouvelle, une bonne partie de la nouvelle. Puis ça, j'ai trouvé ça pas mal. Okay, dans le sens où j'ai trouvé que ça marchait. Mais
C'est ça. Tu sais, je suis allé regarder Henri Kuttner parce que c'est un nom qui me disait quelque chose. Puis c'est un gars qui jouit d'une énorme réputation. Puis ça fait partie de ce qui m'a autant troublé. Bon, avant d'aller plus loin, je suis allé voir sa page Wikipédia, puis il mentionne sur Wikipédia que M. Kuttner a écrit de nombreux pastiches de H.P. Lovecraft. Puis je me suis dit, OK, je vais voir si j'en ai. J'en avais une de ces histoires dans un des recueils. Donc, je mettrai peut-être le titre en bas, là, c'est parce que je ne l'ai pas apporté de main, là, dans Mythes-et-légendes de Cthulhu, quelque chose comme ça. Une anthologie de mondes qui ont écrit des pastiches de Lovecraft. Lui, il est là-dedans, il y a une de ses histoires. Je l'ai lu, et c'est un très, très bon pastiche de Lovecraft. Ça réinvente pas la roue. On peut, si on veut, voir le côté raciste là, de Lovecraft. Là. Je mets entre guillemets, pas parce qu'il ne l'était pas, parce que tout le monde sait qu'il l'était, là, mais parce que, bon, il y a des Polonais dans l'histoire. Mais j'ai pas trouvé, c'est ça, de bonne foi, j'ai pas trouvé que c'était, c'est pas raciste. Okay? Il y a des Polonais dans l'histoire, puis je pense qu'il a mis ça, je pense que ça se passe à New York, puis il a mis ça parce que il y a souvent des immigrants dans les histoires de Lovecraft. Okay? Fait que quand tu fais un pastiche de Lovecraft, c'est dans le ton essentiellement. Puis c'est ça, ils sont pas particulièrement... ils sont là, c'est ça. Donc, c'est ça. Je le mentionne pour dire que, précisément, il n'est pas raciste, Henri Kuttner. OK, bon. Mais... l'antiracisme, c'est un discours qui est très répandu depuis 30-40 ans à peu près, chez les Anglo-Américains. Un peu plus que ça, mais que c'est vraiment rendu là, le gros truc. Là. Ça fait pas si longtemps que ça quand on va regarder. Puis c'est ça, les bases, en quelque part, de l'antiracisme, au niveau narratif, là, au niveau de ce que ça raconte. Là, vous pouvez être d'accord, évidemment, avec l'antiracisme comme idéologie ou comme courant social ou peu importe. Mais qu'est-ce que ça raconte fondamentalement? Ben, ça raconte qu'est-ce que lui raconte, en quelque part, M. Kuttner. Okay? Dans le sens où il y a des prémices qui sont communes. Okay? Qui est la peur de l'inconnu, la haine et l'intolérance comme réaction pathologique face à l'inconnu, puis les gens qui subissent des préjugés à cause de cette haine et cette intolérance paranoïaque, n'est-ce pas? Ben c'est ça. Puis moi, je m'attendais à avoir essentiellement un tract antiraciste en lisant ça. Puis ça me tentait moyen, honnêtement. Mais moi, ce que j'ai trouvé sidérant, ben, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe ici? Ben, le héros qui incarne une sorte de métaphore, qui incarne, en fait, carrément une métaphore de l'intolérance et donc, en termes contemporains, de racisme. Okay? Parce que c'est le nom qu'on donne beaucoup à l'intolérance aujourd'hui. C'est l'idée mentale qu'on a de l'intolérance aujourd'hui. Ben, la personne qui incarne ça est clairement la victime absolue et totale, et la réponse à tous ces problèmes, c'est le meurtre et le génocide. Puis les gens qui ont peur de lui, c'est complètement irrationnel, même si, encore une fois, il passe son temps à assassiner le monde. OK? Puis, c'est ça, ils sont destinés à prendre le pouvoir. Ben écoutez, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut regarder ça. Puis tirer d'autres conclusions que... ben certainement, clairement, le projet, l'idée
que la personne qui subit l'intolérance et le racisme assassine et génocide tout le monde qui n'est pas comme lui, puis que ça, c'est cool, là, ben clairement, c'est tout à fait acceptable dans ce roman-là. Puis là, vous me direz peut-être, ouais, ok, c'est peut-être juste un bouquin. Mais c'est ça, je mentionnais M. Kuttner qui a une longue carrière. C'est ça, je suis allé lire son pastiche de Lovecraft parce que, par honnêteté intellectuelle, là, excusez de le dire, mais parce que je voulais voir, puis j'ai trouvé ça plutôt correct, c'est ça. Puis je l'ai pas trouvé, il n'est pas tout le temps en train de dire qu'il faut tuer les gens qui pensent pas comme lui, il n'y a pas ça du tout dans son histoire. Mais là-dedans, toutes les histoires disent ça. Okay. Puis il a écrit un paquet de romans. Vraiment, il est mort super jeune, il avait 42 ans quand il est mort. Il est mort en 58. Puis ça, Les Mutants sont sortis en 53. Bon, mais il a écrit beaucoup de romans avec, je pense que c'est C.L. Moore, c'est son épouse. Bon. Puis c'est ça, c'est plus ou moins c'est des noms moins connus qu'Isaac Asimov ou Frank Herbert, mais ils sont très haut cotés, là, ok? Puis ils sont, c'est ça, ils ont, bon, M. Kuttner, apparemment, il a terminé un des bouquins de Ray Bradbury. Ray Bradbury avait apparemment, encore une fois basé sur Wikipédia, là, mais apparemment, Ray Bradbury avait une grande admiration et un profond respect pour M. Kuttner. Richard Matheson avait une grande admiration, un profond respect pour Henry Kuttner. Marion Zimmer Bradley, même chose. Puis l'autre nom qu'il donnait dans l'article, c'était Roger Zelazny. Bon. Fait que c'est à peu près tous des auteurs. Bon, Richard Matheson, je l'aime énormément. Ray Bradbury, c'est excellent. Marion Zimmer Bradley, je n'ai lu rien qu'un. Je n'avais pas tellement aimé ça, mais c'est un nom légendaire dans la science-fiction / fantasy. Puis Roger Zelazny, c'est ça, c'est une autre légende contemporaine. Bon. Fait que tout ce monde-là trouve que M. Kuttner est très correct. Là. Puis ça les a pas dérangés. C'est ça là, ce que j'essaie de dire, c'est les mutants, les histoires de Baldies, là, de Tête Chauve, okay, c'est un fixe-up. Donc, il y a 5 nouvelles qui ont été publiées dans des revues. Puis toutes les histoires racontent ce que je viens de dire. Là, okay? Toutes ces histoires-là racontent essentiellement la même chose. Puis ils ont publié les 5, puis tout le monde, à chaque fois, a trouvé que c'était correct. Personne n'a vu de problème dans ce que je viens de décrire. Okay? Puis peut-être que vous trouverez, vous aussi, que j'exagère. Peut-être que vous trouverez que j'ai tort de trouver que... mais est-ce qu'il est possible de lire ça comme autre chose qu'une apologie du meurtre et du génocide de tout le monde qui n'est pas exactement comme toi, au nom de la diversité, au nom de la tolérance? Est-ce qu'il y a autre chose que ce que je viens de dire dans ce que je vous ai raconté? Encore une fois, les nuances, je vous mets au défi de les trouver. Okay. À la fin, dans les 3 dernières pages, finalement, notre gentil mutant décide de ne pas lancer son arme d'extermination. Okay. Puis ça tombe bien en plus parce que son truc pour transformer les humains en télépathes, finalement, ça fonctionne dans les 3 dernières pages. Puis finalement, il n'y a pas besoin de se dire « OK, on va être génocidé par les humains ». Parce qu'ils sont sur le bord du génocide aussi, parce qu'évidemment, tout le monde est tout le temps en train de se génocider, finalement. Okay? Parce que c'est normal, apparemment. OK? C'est ça, puis tout le monde a trouvé... Tu sais, ce bouquin-là a été comparé à City, à Demain les chiens. Ben, c'est ça, c'est peut-être pas... c'est peut-être pas hyper profond, Demain les chiens, mais il y a de quoi, là. OK, bon. Bref, je suis très troublé
de voir que c'est juste, ça a juste été, ça passe comme dans du beurre, c'est juste normal, c'est juste, il n'y a personne qui voit le problème à ce que je viens de dire là. Puis ça a été publié, c'est ça, en France, en début 70, dans ce 3e numéro de cette collection-là. Fait que clairement, les éditeurs français ne voyaient pas de problème avec cette histoire-là non plus. Puis moi, je pense pas que c'est parce qu'ils sont autant génocidaires que les autres, pas parce qu'ils sont incapables de génocide, mais parce que je pense pas que je pense pas que la conclusion, en tout cas la conclusion que moi j'en tire, c'est pas que les Français ou les Allemands, si ça a été traduit, ben les Allemands, mauvais exemple, vous me direz, mais mettons, si ça a été publié en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est parce que les gens n'ont pas remarqué. Je pense que les gens n'ont pas remarqué qu'est-ce que c'était réellement en train de raconter comme histoire. D'après moi, mais encore une fois, je vous mets au défi, là, vraiment, si vous le lisez, vous avez le courage de le lire. C'est pas très long. Puis c'est ça, tu sais, si vous trouvez une autre interprétation que celle-là, vous me le direz. Lisez-les, puis vous me le direz. Puis une interprétation où vous pensez vraiment que c'est celle-là. Là. Pas qu'on peut imaginer que peut-être, là. C'est ce que vous pensez réellement que c'est. Bon. Puis c'est ça, bon, le premier roman de la série Le Masque, je vais finir là-dessus. Le premier roman de la série Le Masque science-fiction, c'est Le cerveau solitaire de Jeff Sutton. Puis qu'est-ce que ça raconte? On a une puissance extraterrestre toute puissante et désincarnée. Bien, c'est ça. C'est un cerveau, c'est un cerveau extraterrestre télépathique, tout puissant, qui a un corps minuscule et hyper fragile, mais qui est psychiquement hyper puissant, puis qui contrôle les êtres humains par télépathie. Sur une planète, là, il y a un vaisseau qui atterrit pour fonder une colonie, puis lui prend le contrôle un à un des êtres humains, essentiellement. Puis qu'est-ce qu'il veut, cet extraterrestre-là? Conquérir l'univers. C'est présenté comme tout à fait normal, à cause de la loi du plus fort, sans doute, et de l'évolution, sans doute. Mais c'est ça. Une toute-puissance, un cerveau extrêmement évolué, des centaines de millions d'années en avance sur nous en termes d'évolution. Sa préoccupation, c'est conquérir l'univers. OK, ça c'est le 1. C'est le 1 de la série Le Masque. Le 2, c'est un Philippe K. Dick. Puis Philippe K. Dick, je me suis dit, ça va être excellent. D'habitude, c'est tout le temps excellent, Philippe K. Dick. Ben, le livre est correct, là, mais c'est un de ses premiers romans. Mais qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est ça. Tout tourne autour de la couleur de peau des personnages. Puis, essentiellement, on est dans le futur. Puis, les descendants des gens qui ont été colonisés par les Blancs. OK. Puis les Blancs en question ont complètement disparu, mais les descendants veulent retourner dans le temps, puis je ne me rappelle pas s'ils veulent carrément génocider tous les Européens ou tous les Blancs. C'est toujours les Blancs. OK. Mais ça tourne autour de ça, essentiellement. Puis c'est encore une affaire de tolérance et d'intolérance, puis de tuer tout le monde. Essentiellement, c'est de ça que ça parle. Bon, ben là, j'ai le 3e de la série, puis c'est ça que ça parle. Ben, je vois comme une sorte de tendance, je sais pas vous. Tu sais, puis... moi, je pensais ça. Tu sais, je pense que... On peut, si on veut, se dire que ça ne représente rien de la psyché anglo-américaine. Mais moi, je pense que ça dit quelque chose. Puis c'est ça que j'ai trouvé troublant. Comment être positif quand on parle d'affaires de même? Ben, c'est ça. Ce que j'ai trouvé positif, c'est les discussions télépathiques qui sont pas pires. Puis la prémisse de guerre télétique, de guerre clandestine n'est pas pire. Tout ce que j'ai dit tantôt. Je vais commencer à mettre l'accent là-dessus. Je vais aller lire le 4e, puis c'est encore une affaire de guerre galactique. Mais on va voir qu'est-ce qu'on
fois. Qu'est-ce qu'on trouve dans le quatrième? On va voir qu'est-ce que